Bonjour, je m'appelle Gaël Redman, je suis coach et formateur pour Kanban Québec et je vous souhaite la bienvenue pour la conférence Comment créer des organisations apprenantes avec un SSD. Alors le titre nous le dit déjà, il va y avoir une dualité qu'il va falloir creuser un petit peu. Il y aura ça d'un côté, ou alors plus exactement ça, c'est les organisations apprenantes, c'est la première chose qu'on va discuter. Alors, c'est pas la meilleure illustration d'organisation apprenante qui existe sur internet, mais ça me donnait l'occasion aussi de suggérer subtilement ou pas, cet excellent livre de Peter Senge sur le sujet. Bref, quel est le rapport entre ça, les organisations apprenantes, et ça? Bon, en vrai, aucun. Parce qu'en fait, SSD, ça ne veut pas dire ça. L'acronyme SSD désigne en fait une activité nommée Solution Social Deduction, pardon. Donc c'est ça, SSD, qui aide grandement au démarrage d'organisations apprenantes et même à initier la bascule des organisations non apprenantes vers les organisations apprenantes. Ça fait beaucoup de fois le mot apprenante, parce que j'hésitais en fait à trouver un nom pour les organisations non apprenantes. Mais je trouvais que ça sonnait assez durement. C'est quoi le contraire d'apprenante? C'est conservatrice, stagnante, végétante? Bref, c'était un peu méchant. Du coup, on va rester sur non apprenante. La SSD, donc, et pas le SSD comme sur le dessin, pourrait aider. L'avantage en plus, c'est que c'est beaucoup plus simple et plus rapide que de lire un gros livre théorique tel que celui-là. En 1 heure de temps, vous devriez avoir compris le concept, être capable de commencer à faire basculer vos organisations dans une nouvelle ère, et ce, dès demain. Alors voilà, c'est ça la social deduction dont je parle, la solution social deduction. C'est vraiment tout simple. Ça tient en ces 6 règles, réparties en 2 ateliers que vous allez répéter régulièrement. Mais, et oui, il y a toujours un mais, mais ce n'est pas si simple. On va pas commencer par ça. On va faire un peu de théorie. Alors, ça sera pas aussi théorique que lire un gros livre tel que celui que je vous ai montré de Peter Senge avant. Mais malgré tout, on va devoir un petit peu creuser certains concepts, notamment avoir des détails sur ce que c'est une organisation apprenante et pourquoi on désirerait en avoir. Alors attention, théorie super complexe à venir, ou pas. Et après, promis, on expliquera les 6 règles de la SSD en détail. Alors, la première chose que je voudrais qu'on discute ensemble, là, et puis je vais vous poser la question, c'est à votre avis, c'est quoi une organisation apprenante? Alors là, je vous laisse répondre dans le chat. C'est à vous de me dire. Je vous laisse quelques minutes pour ça. Donc, Fernanda, n'hésite pas à me dire s'il y a des choses. Alors, ça aurait été plus facile, évidemment, si j'avais été avec vous dans une salle, mais bon, on, on Avant de s'adapte. voir des commentaires, rétrospective régulière Ouais, permet ok, d'intégrer des nouvelles idées au processus. ok, oui, ok. Euh, Donc, une idée d'innovation, une idée de rétrospective, effectivement, de rétroaction. réactive au changement, Réactif au changement, ok. Adaptabilité, ok. droit à l'erreur, Droit à l'erreur. Donc on essaye des choses et puis parfois ça marche pas. Ok. qui apprend, qui répète ses bons coups et ne répète pas les mauvais. Mhm. Ok. Une organisation qui sait rebondir sur les événements qui se produisent. Ok. Aussi en constante évolution, Ok. qui a le droit d'expérimenter et droit à l'erreur. Droit à l'erreur. Ok. On a beaucoup Collaboration droit à l'erreur. Ouais. transverse. Ok. Qui se donne le droit de se tromper. Ok. Ça c'est vraiment Euh, quelque chose qui vous parle. Ok. Ce droit à l'erreur. L'organisation qui donne des opportunités aux emplois d'apprendre. Une Mhm. organisation qui est capable de s'adapter à travers les expériences, qui Mhm. profite des feedbacks. Ok. Transparence, Ok. qui contient un système d'archivage pour noter des bonnes idées. Ok. Ouais. On a une banque de bonnes idées à pouvoir utiliser quand on a besoin. Ok. Pas mal. Qui s'adapte. Une organisation où ses membres sont curieux et qui veulent s'informer constantement un peu partout.
On va pas prendre tout le monde. Hein. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. Malheureusement, je peux pas écouter tout le monde parce que sinon, on n'aura pas le temps de voir toute la présentation. Mais je suis très impressionné par toutes vos idées. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez exploré plus loin que ce que j'imaginais. Donc, bravo déjà. Et on est allé dans plein de pistes, plein d'endroits différents. Et moi, je vais essayer de résumer ça, de condenser ça en une slide. Alors, on va voir si c'est possible. Alors, une organisation apprenante, c'est une organisation. Ok, je vous avais dit, hein, théorie de très très haut niveau. Et c'est une organisation qui apprend. Ça, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dit, mais c'était rigolo. Vous aviez dit l'organisation apprend. Certains ont dit les membres ont la place d'apprendre. Mais en tout cas, on a cette notion-là. Bon, bah oui, effectivement, il n'y a rien de mystérieux jusque-là. Ah bon, je pense qu'il faut qu'on creuse quand même un petit peu plus. Tant pis pour le résumé en un slide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une organisation? Une organisation, c'est un groupe de personnes qui ont adopté une structure formelle ou non, consciemment ou non, parfois ils ont fait exprès, parfois c'était délibéré, puis parfois non, et qui ont un objectif commun et qui travaillent ensemble pour atteindre cet objectif commun. OK. Apprenante, ça veut dire qu'elle va avoir la capacité d'acquérir de nouvelles connaissances et aussi de s'améliorer, hein, vous l'avez déjà dit, hein. Répète ses bons coups, va s'adapter, etc. Elle va s'améliorer dans quoi? Dans sa structure, elle est donc un peu évolutive, cette organisation-là. Elle va s'améliorer dans son efficacité, dans la qualité de ses prises de décision, etc. OK. Jusque-là, rien de bien mystérieux. Peut-être un peu moins évident, pourquoi on voudrait que nos organisations soient apprenantes. Alors là encore, je vais vous demander votre avis. À votre avis, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi il faudrait que nos organisations deviennent apprenantes? Donc, pareil que tout à l'heure, n'hésitez pas à utiliser le module conversé, là, le petit chat. Donc là, je répète, ce qu'on cherche, c'est, à votre avis, pourquoi c'est intéressant? Bon, on reçoit des commentaires pour régler des problèmes courants, pour l'évolution, pour innover, pour s'améliorer, pour survivre, Mhm, pour adapter ou nourrir, mhm. pour Donc faire mieux, encore une idée de survie pour devenir meilleur, ok. pour mobiliser les gens, Pour mobiliser les gens, donc ok, pour être, s'adapter au changement, ouais, ok. Allez, j'en prends encore un ou deux et puis je vais enchaîner. pour rester pertinent dans les domaines d'activité Mhm. Et oui. et pour assurer la transmission de savoir dans les membres de l'équipe. Ok. Donc encore une fois, je suis impressionné par vos idées. Donc malheureusement, je ne peux pas prendre tout le monde. Hein. C'est vrai que souvent, on a cette réponse-là. Ça sert à être paré pour le futur. Hein. Mon organisation sera parée pour le futur. Vous avez parlé de notion de survie ici. Il y a aussi une idée qu'elles seront, les organisations seront toujours à la pointe. Vous en avez parlé aussi. Vous l'avez mentionné ça. Que ça va nous donner un avantage concurrentiel, etc. Et tout ça, c'est vrai. En réalité, c'est même un tout petit peu plus compliqué que ça. Pas beaucoup plus, hein, mais un tout petit peu. Et avec toutes les pistes que vous avez mentionnées là, on commence à s'en rendre compte qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Ce que je vous propose du coup, c'est de parler un petit peu de la vision de Marc Alevi sur le sujet. Il a un modèle qui explique entre autres pourquoi les organisations apprenantes vont devenir cruciales dans le futur. Alors voyons ça ensemble. Marc Alevi, c'est ce monsieur. C'est un physicien des processus complexes. C'est un super titre que ces scientifiques se donnent. En fait, c'est tout simplement pour dire qu'ils étudient scientifiquement les grands changements de société. C'est ça un physicien des processus complexes. Alors, ce que Marc Alevi a constaté, puis sûrement un petit peu nous aussi d'ailleurs, c'est que nous sommes en plein changement de paradigme. C'est-à-dire la façon de penser autour de nous, la façon de penser des gens est en train de changer. Ce grand changement de logique socio-économique est caractérisé par 5 phénomènes qu'il appelle 5 ruptures. Et ces ruptures résument vraiment pas mal la nécessité de passer à des organisations apprenantes. Donc, on va les passer en revue, ces 5 grands changements.
Donc, je vous les lis rapidement, mais je vais vous les détailler aussi un petit peu. Il y a rupture écologique, numérique, économique, philosophique et organisationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La rupture écologique vient évidemment du fait que la démographie, la population humaine mondiale explose alors que beaucoup de ressources naturelles sont en quantité fixe sur Terre et donc se raréfient. Donc ça, c'est l'écologie telle qu'on la connaît. Mais du coup, ça nous fait passer dans une logique d'abondance apparente. On avait l'impression que on vivait dans l'abondance, tout était disponible à l'infini. C'était l'impression qu'on avait, en tout cas c'était la logique qu'on utilisait. Maintenant, on va basculer vers une nouvelle ère qui est une logique de pénurie réelle. Et cette nouvelle mentalité, en fait, elle va nous forcer à la frugalité. Finalement, c'est un peu l'idée de faire mieux avec moins. Pour attacher ça à nos organisations, on pourrait imaginer moins de réunions, mais plus efficaces. Alors, qui vote pour ça? J'espère qu'il n'y a personne qui va dire non, moi je veux pas ça dans le chat parce que j'avoue, je ne comprendrai pas. Moi, je suis totalement pour moins de réunions, mais plus efficaces, forcément. Ensuite, il y a ce que Marc Lévy appelle la rupture numérique. Alors, ce n'est pas tout à fait l'apparition des ordinateurs et la fameuse transformation digitale dont on a beaucoup entendu parler lors des dernières décennies. Ce n'est pas ça, c'était que la mise en bouche. La vraie rupture dont Marc Lévy parle ici, c'est plutôt la démocratisation des intelligences artificielles. À terme, toute tâche qui n'est pas intelligente, et là je reprends vraiment, c'est son terme, c'est pas moi qui utilise ça, toute tâche qui n'est pas intelligente, qui n'est pas créative, qui ne nécessite pas qui pour l'instant demeure un petit je ne sais quoi magique que seuls les humains ont, donc toute tâche qui n'est pas comme ça sera réalisée par des machines. Donc, par exemple, on estime que d'ici 2040, 48% des emplois actuels en Europe, donc là ça concerne que l'Europe parce que Marc Lévy est européen, seront réalisés par des machines. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y aura 48% d'emplois en moins, ça veut juste dire que les humains se tourneront vers d'autres emplois, ils feront autre chose, et c'est justement ça qui nous intéresse ici. Si toutes les tâches non intelligentes sont réalisées par des machines, obtenir un avantage concurrentiel repose donc entièrement sur la capacité à faire des choses non accessibles aux machines, comme innover, être créatif, acquérir des connaissances, notamment des connaissances inattendues, parce qu'il y a encore des machines qui savent apprendre. Donc, c'est plutôt apprendre des choses inattendues. Et donc, tout ça, être créatif, acquérir des nouvelles connaissances inattendues, on peut résumer ça dans apprendre. Apprendre dans tous les domaines, non seulement dans les technologies qu'on peut vendre, mais aussi dans les processus pour les construire, ou dans la façon de s'organiser pour parvenir à les construire. Bref, le travail de l'humain sera créatif ou ne sera pas, ou plutôt ne sera plus. On parle souvent d'ailleurs de travail de la connaissance, et en anglais on a ce fameux terme qu'on entend beaucoup qui est knowledge workers, et bientôt ça sera la réalité de la plupart des employés. Donc on sent bien que nos organisations et la nature de notre travail devraient s'adapter. Euh, Autre rupture dépeinte par Marc Lévy ici, c'est la rupture économique. L'idée, c'est qu'avec la révolution industrielle, un nouveau modèle était apparu qui consistait à devenir gros, vendre beaucoup pour pouvoir faire des économies d'échelle. C'était ça l'idée. Et pour faire ça, pour vendre beaucoup, il fallait tirer les prix vers le bas. Marc Lévy, souvent, il parle de tyrannie du prix. Mais on entend plutôt souvent comme appellation l'économie de masse. Ce modèle ne pourra pas vraiment perdurer si le travail devient essentiellement un travail de la connaissance, un travail d'innovation, de créativité. Vous pouvez essayer de mettre 20 crétins dans une pièce, ça ne fera pas un prix Nobel. Ou vous pouvez essayer de mettre 20 prix Nobel dans une pièce aussi, ils ne seront pas forcément plus créatifs qu'un seul. Et chacune de leurs idées ne va pas forcément non plus individuellement coûter moins cher que celle d'une personne unique. Il n'y a pas cette économie d'échelle. Donc il va falloir trouver d'autres moyens de favoriser la créativité, de multiplier les innovations pour garder un avantage compétitif. Puisque tout ce qui n'est pas créatif, tout ce qui n'est pas intelligent, je reprends encore toute tâche qui est non intelligente, je reprends c'est les termes de Marc Lévy, va devenir une sorte de commodité. En fait, il suffira juste d'acheter un logiciel, une machine, et puis ça sera fait à notre place. Il y aura besoin de personne pour le faire. Et donc, pour y arriver, pour réussir à multiplier ces innovations, pour garder cet avantage compétitif, il va falloir trouver d'autres moyens qui ne reposent pas sur les économies d'échelle. Donc, il va falloir encore une fois s'organiser autrement. En plus de ça, il y a une rupture philosophique. Donc là, ça touche plutôt les gens dans leur façon de voir leur vie. Avant, on voulait réussir dans la vie. Ça voulait dire avoir un métier prestigieux, s'acheter une belle maison, fonder une famille, avoir une belle voiture, bref, tout ce qui, à l'époque, faisait du prestige.
certains d'entre nous, on pense toujours comme ça, mais surtout la génération avant nous pensait beaucoup comme ça. Combien de fois vos parents vous ont peut-être dit, «Il faut devenir médecin, avocat», quelque chose d'un peu prestigieux comme ça? Bah, c'était ça, c'était réussir dans la vie. Mais maintenant, de plus en plus, on a plutôt la volonté de réussir la vie, notre vie. C'est plus l'idée d'accumuler du prestige, mais c'est de prendre du plaisir dans tous les aspects de notre vie, y compris notre travail. Donc les gens vont plus aussi facilement qu'avant accepter un travail parce que c'est un emploi garanti à vie dans une firme ou une entreprise prestigieuse, s'ils n'y vont pas tous les jours avec le sourire. D'ailleurs, regardez à quel point la pandémie, avec son travail à distance un petit peu forcé, a accéléré tout ça. Le débat maintenant est différent. Les employés ne se demandent plus si leur se demandent plus, pardon, si leur confort devrait passer avant les envies de leur entreprise. Est-ce que c'est à nous, en tant qu'employés, de prendre sur nous pour aller dans le trafic avec notre voiture tous les matins, perdre du temps et un petit peu de notre santé aussi à s'énerver après ceux qui n'avancent pas devant nous? Ou est-ce que ça serait à l'entreprise de concéder quelque chose pour notre confort, pour qu'on travaille mieux? Donc ce débat arrive de plus en plus. Alors c'est pas arrivé dans toutes les entreprises, mais ça arrive. Ça a été accéléré. Heu, de et du coup, bah, on sent bien qu'il va falloir que nos organisations changent. Parce que si les gens n'abordent plus le travail de la même façon, il va peut-être falloir changer. Un exemple tout simple, hein, heu, puisqu'on ne les motive plus avec du prestige, les gens, va falloir les attirer et les motiver autrement. Bah, voilà, ça fait partie aussi des changements que notre organisation va devoir, auxquels notre organisation devra faire face. Enfin, dernière rupture, les organisations traditionnelles, pyramidales, ont été imaginées pour assurer l'uniformité des décisions et de leur bonne exécution. C'est-à-dire, il y a des couches de contrôle avec de multiples vérifications pour s'assurer que la décision est prise de la même façon partout et appliquée surtout partout de la même façon. Elles sont parfaites pour ça, ces organisations-là. La seule chose, c'est qu'elles sont lentes. C'est lent de faire ça. Or, la nature du travail a changé. Si le futur est orienté innovation, créativité et apprentissage, il va falloir aller vite, tester de nombreuses trajectoires. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Tester des choses, avoir le droit de se tromper et de recommencer et reproduire ce qui a marché et ne plus faire ce qui n'a pas marché. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Bah ça, si on a besoin de vérifier à chaque étape pendant 10 vérifications si ça a marché ou si ça n'a pas marché, on n'aura pas le temps de s'adapter rapidement. De plus, l'idée conventionnelle de la hiérarchie, hein, avec des ordres et du contrôle, c'est assez peu compatible finalement avec cette notion de créativité. Euh, Essayez d'ordonner à quelqu'un d'être plus créatif et des idées plus vite. Il y a peu de chances que ça fonctionne, hein. Ça marche pas. Donc il va falloir plutôt basculer dans un mode où l'organisation ne contraint plus, mais libère. Vous en avez un petit peu parlé aussi, permet à ses employés d'apprendre. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. C'est ça l'idée. Ça sera de créer les conditions pour favoriser l'innovation, la créativité et l'apprentissage. Et donc on a déjà vu, hein, avec toutes ces ruptures-là, qu'il y a plein de choses qui vont devoir changer. Et ce, à plusieurs niveaux. Donc là, je vous mets un petit récapitulatif de tout, pour que vous vous rappeliez les 5 niveaux que Marc Lévy nous dit impacter notre organisation. C'est 5 grands changements. Et évidemment, on se rend compte que le plus important de ces niveaux-là, c'est la mise en place de conditions permettant d'innover, de multiplier les apprentissages. Finalement, en fait, c'est tout simplement ça, une organisation apprenante. C'est une façon de travailler ensemble qui va nous permettre de faire émerger la créativité et l'acquisition de connaissances plus vite que les autres types d'organisations. OK, finalement, c'était simple. Mais maintenant qu'on a une base commune nous permettant de comprendre pourquoi les organisations apprenantes sont intéressantes, on peut presque commencer à se demander comment les mettre en place. Presque, parce qu'il nous reste un élément qui serait bien utile pour les mettre en place efficacement, ça serait avoir un modèle expliquant comment on apprend. Comme ça, on pourrait plus facilement créer les conditions permettant à l'apprentissage de prospérer. Alors, vous avez compris comment ça fonctionne un petit peu cette conférence aujourd'hui. À chaque nouveau chapitre, je vous demande votre avis. Bah là, on y est. Ouais, je vais vous demander votre avis encore une fois. Là, j'ai mis plusieurs questions parce qu'on va explorer un petit peu plus un peu partout. Euh, à votre avis, quels sont les mécanismes qui nous permettent d'apprendre? Comment vous apprenez? Par quels moyens? Est-ce qu'il y a un média que vous favorisez? Que vous préférez lire, vous préférez écouter un podcast, je ne sais pas.
Et puis ensuite, il y a le pendant. Donc ça, c'était pour vous. Puis il y a l'autre pendant avec les gens, les autres. Comment savez-vous que quelqu'un apprend? Par exemple, si vous deviez faire un entretien d'embauche à quelqu'un, comment évalueriez-vous sa capacité à apprendre? Et comment savez-vous qu'ils ont appris? Puisqu'on a dit, ça va être l'avenir, il va falloir faire des organisations apprenantes, donc probablement qu'il va falloir des individus pardon, qui apprennent. Donc là, maintenant, ça y est, c'est à vous. En vrac, donnez-moi toutes les réponses. Google, expérimentation, en travaillant avec un père. Ouais. Lire, expérimenter, accompagnement, en pratiquant, observation par l'exemple, OK. par essai-erreur, par OK. exploration, par apprentissage autonome, liberté de choisir ce que nous voulons découvrir, par la lecture traditionnelle, travailler avec un mentor et mentorat à son tour, Ouais. atelier discussion entre collègues, en travaillant constamment avec de nouvelles équipes, OK. présentation Donc, formelle. il y a des notions d'expérimentation ici, il y a la notion de lecture, donc je vais lire, je vais acquérir des choses. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, je vais me faire mentorer et ensuite moi-même je vais mentorer. Donc il y a cette notion de teach back un petit peu. Encore une fois, je suis impressionné par toutes vos idées, parce que vous n'êtes pas les premiers à qui je pose cette question, évidemment. Et souvent, j'avais juste bah, moi, je suis plus visuel, moi, je suis plus auditif, etc. Et là, vous êtes allé beaucoup plus loin. Merci beaucoup. Vous allez voir que beaucoup de ces éléments-là, on va les retrouver dans le modèle que je vais vous proposer dans un instant. Mais juste avant ça, je vais vous montrer aussi des réponses que j'ai eues dans mon entourage. Vous allez voir que certaines ressemblent, mais d'autres sont un petit peu différentes. J'ai demandé par exemple à un ami acteur comment il faisait pour apprendre ses rôles. Et il m'a dit qu'il vivait comme un personnage pendant plusieurs jours, pendant le personnage qu'il devait incarner pendant plusieurs jours. Et puis qu'il essayait, si possible, d'ailleurs, pour le faire bien, d'obtenir des éléments du costume de ce personnage en avance. Et notamment, ce qu'il aimait beaucoup, c'était avoir les chaussures, parce que c'est pour un peu la blague, mais c'était vivre dans les chaussures de quelqu'un, bah, c'est exactement ce qu'il fait. Euh, et le soir, en fait, donc il se filme toute la journée, puis le soir, il regarde le résultat. Et puis là, en fonction de ce qu'il se voit faire, il va changer son intonation, il va corriger ses mouvements, etc. Donc en fait, il s'auto-évalue tous les jours, puis il recommence. Tous les jours, il fait ça jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Puis dans ce cas-là, il garde cette façon d'interpréter le personnage pendant plusieurs jours pour bien s'imprégner. Donc effectivement, il y a cette idée de j'essaye et puis je regarde le résultat, etc. Et je m'adapte. Donc, vous en avez un petit peu parlé déjà de ça. J'ai aussi demandé à des amis qui participent à des recrutements comment ils font pour avoir une idée des capacités d'apprentissage d'une personne. Et certains m'ont dit que ce qu'ils faisaient, c'était ils donnaient un exercice différent à la personne au premier entretien et ensuite ils expliquaient comment le résoudre. Donc il faut que l'exercice soit suffisamment difficile pour qu'on ait besoin d'aide la première fois. Et ensuite, lors d'un entretien ultérieur, ils présentent un problème qui a besoin de la même méthode pour être résolu. Donc, ce n'est pas le même problème, mais c'est quelque chose qui nécessite la même logique, la même démarche pour être résolu. Donc, et puis, ils regardent si la personne est capable de le faire. Donc, ici, il y a plusieurs composantes, peut-être deux ou trois. La première composante, c'est qu'il va falloir reconnaître des patrons. Donc, il va falloir, pattern recognition, il va falloir détecter qu'il s'agit du même type de problème. Il y a aussi une idée de mémoire ici, puisque bah, il faut se souvenir de comment on devait le résoudre le premier, pour pouvoir le réappliquer. Puis il y a une idée aussi d'améliorer sa prise de décision, puisque maintenant, la deuxième fois, je devrais prendre de meilleures décisions pour résoudre le problème plus efficacement. Donc voilà, c'est un petit peu les idées. Vous étiez très proche de ça, hein, finalement, avec vos propres idées. Mais tout ça, j'ai essayé de le condenser en un schéma. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas un schéma très, très compliqué. Et comme dans l'exemple avec mes amis recruteurs, je suis parti, en fait, tout simplement, de l'idée de prise de décision, puisqu'eux, ils vérifient que les décisions s'améliorent entre les 2 exercices. Donc voilà comment, j'ai schématisé une prise de décision. L'idée, c'est qu'il va y avoir autour de nous plein d'informations, plein de stimuli, plein d'idées, plein de choses à capter. Et pour les capter, ben, on va utiliser nos sens.
Donc là, c'est un petit peu le traditionnel, je suis plus visuel, je suis plus auditif, etc. Oui, bon, bah, effectivement, on va capter nos sens. C'est ce que un peu vous aviez dit. Vous avez dit, bon, bah, je vais lire quelque chose, je vais expérimenter. Mais c'est ça, je vais moi-même utiliser ce qui est à ma disposition, mes moyens techniques de mon corps pour faire rentrer de l'information à l'intérieur. OK, bon. Ensuite, on va analyser ces informations. Donc, on va utiliser ici notre logique, nos modèles de représentation du monde, nos schémas mentaux, enfin, bref, tout ce qui constitue notre personnalité, y compris nos biais, nos préjugés, etc. Voyez un peu ça comme une sorte d'OS, comme dans vos ordinateurs, donc operating system. Toutes les instructions de base qui dictent la logique et le comportement des ordinateurs sont dans cet OS-là. Bah, vous, c'est pareil, vous avez un petit peu ça, vous avez une façon de penser, bah, c'est ça qui est dans cette partie donnée du sens. Elle est personnelle. Bref, en tout cas, ici, c'est ce moment-là où on va essayer de décoder les informations qu'on a captées à l'étape précédente. Et ensuite, une fois qu'on aura décodé, compris ça, on va agir en conséquence. Donc, on va agir en accord avec ce qui nous a semblé le plus pertinent. Et au passage, d'ailleurs, ne rien faire, si on décide de ne rien faire, c'est une réponse aussi. Et puis bon, bah voilà, ça y est, c'est la fin de l'histoire, on a appris. Enfin, on n'a pas appris, on a juste pris la bonne décision, et si on a de la chance. Parce que parfois, ce qu'on a imaginé être la meilleure décision, ça ne donne pas le résultat qu'on attendait. Donc c'est là où la notion de rétroaction, certains parlaient de rétrospective à un moment, va entrer en ligne de compte. Parce que pour savoir si on a pris la bonne décision, bah, on va juste utiliser le résultat de notre action comme un nouvel entrant pour, un nouveau tour de prise de décision, tout simplement. Hein. C'est un peu comme mon ami acteur là, qui regardait la vidéo de sa journée pour voir s'il incarnait bien le personnage. S'il n'est pas satisfait, il regarde et il change. Donc il recommence, il reprend une autre décision. Donc il va moduler sa voix, sa gestuelle, etc. Bah là, c'est ça. Donc c'est exactement ce que vous décriviez tout à l'heure par rétroaction ou par rétrospective. Et ça pourrait s'arrêter là. Le problème, c'est que si ça s'arrêtait là, avec juste cette boucle verte-là, ben, la prochaine fois que vous me reposez le même problème ou que je fais face à la même situation, ben, je vais recommencer, je vais reprendre la même décision parce qu'elle me paraissait la meilleure avec mon modèle actuel. Je m'aperçois que le résultat n'est pas celui attendu, donc je corrige, je corrige, je corrige. Bref, je refais les mêmes boucles vertes tous les jours, à chaque fois. Évidemment que ça ne marche pas comme ça. Évidemment qu'il y a une sorte de magie qui va arriver. Donc, si on va mettre à jour ces modèles mentaux. Il y a une notion de mémoire là qui arrive. C'est pour ça que j'ai ajouté mémoire sur le schéma. On va se souvenir des boucles qu'on a prises avant. Puis même parfois, on va aussi améliorer notre capacité à reconnaître. Tiens, c'est un problème qui ressemble. Donc ça aussi, c'est ce que mes amis recruteurs vérifiaient. Et donc, il y a cette notion de mise à jour là. Et pour certains, c'est juste cette boucle bleue, donc la mise à jour, pour certains, c'est ça, l'apprentissage. D'autres, et même pour certains, si vous regardez certains modèles, c'est juste la mise à jour de la partie donner du sens. Certains vont ajouter la partie utiliser ses sens, donc capture de l'information, mais beaucoup vont se contenter de dire c'est la boucle bleue. Pour moi, je trouve que la boucle bleue, elle n'a pas de sens si on n'a pas fait des boucles vertes avant. Et la boucle verte, elle n'existe pas si on n'a pas fait la partie orange de prise de décision. Donc pour moi, c'est ça. Apprendre, c'est tout ça. C'est toutes ces choses-là en même temps. Euh, euh, et du coup, maintenant qu'on a ce modèle-là, on pourrait peut-être s'en servir pour créer des organisations qui vont favoriser ça. Alors, encore une fois, hein, c'est comme d'habitude, je vais vous demander votre avis. Maintenant que vous avez ce modèle-là sous les yeux, en tant que personne extérieure, quand vous voulez favoriser l'apprentissage d'une personne, donc il y a ce modèle-là, hein, comment vous faites? Comment vous faites pour accélérer l'apprentissage d'une personne, sachant que maintenant vous connaissez vraiment grossièrement, hein, mais comment les personnes apprennent? Comment vous allez favoriser ça? Favoriser les boucles, etc. Alors encore une fois, à vos claviers, puis je pourrais encore une fois probablement pas prendre tout le monde. Hein. Puis je pourrais encore une fois probablement pas prendre tout le monde. Par les ateliers pratiques, par les simulations, challenger au niveau des données du sens,
lieux d'expérimentation, OK. documenter les processus de manière claire, donner du temps pour le faire. OK. Je tente d'expliquer les pourquoi et pas juste les comment. Donc, je module un petit peu ce qu'il y a en entrée. J'essaye de mettre les gens face à un challenge pour que ils challengent chacune de leurs étapes et puis qu'ils puissent les mettre à jour. Je fais de la pratique, donc là, c'est de la partie verte. Très bonnes idées. Allez, encore une ou deux. Avec du concret, de l'action, pas juste de la lecture pendant 2 semaines. OK. Mise en commun des compréhensions sur un tableau collaboratif avec les visuels. Donc on s'y met à plusieurs, OK. Faire des ateliers dirigés, construire des groupes d'apprentissage sur l'action. OK, donc là maintenant vous commencez à introduire la notion de groupe, OK, génial. Si vous voulez bien, ces pistes sont vraiment géniales, puis vous allez voir, je vais aussi en parler un petit peu. Je vais apporter ma petite contribution, mais je vais tricher un petit peu, parce que je vais ajouter un élément au schéma. Cet élément, c'est juste une petite contrainte qui va influencer un petit peu comment un tiers peut tenter d'accélérer l'apprentissage. En fait, une bonne partie du processus de l'apprentissage est interne. C'est-à-dire que moi, si je veux aider quelqu'un à apprendre, ça m'est inaccessible. Bon, ça, vous l'aviez deviné, hein, mais là, je l'ai juste rendu plus visuel. Et du coup, la première impression qu'on a quand on est un intervenant externe, en tant qu'outsider un petit peu, c'est que la seule chose qu'on peut faire, c'est de jouer avec les entrants, avec les informations. Peut-être les multiplier. Mais en tout cas, toutes les formes ne se valent pas. Donc, il y a des gens qui disaient, je vais essayer de montrer, de challenger en fait ce qui se passe à l'intérieur. Donc peut-être que là, il faut apporter des entrants spéciaux. Une autre personne qui disait aussi, si je me souviens bien, je ne parle pas que du comment, je parle aussi du pourquoi. Donc effectivement, on module un petit peu ce qu'on va donner en entrée. Le classique, hein, le classique, c'est vraiment quand on est dépourvu, là, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant ou qu'on soit parfois juste un coach, c'est vraiment de multiplier, de répéter 50 fois. Et on se dit, plus je répète et plus ça va faire des boucles. Et plus ça fait des boucles, il y a bien un moment où ça va passer dans la boucle bleue. Bon, évidemment, c'est pas la façon la plus efficace de faire. Il y a pourtant des gens ont écrit des règles, hein. Si vous cherchez un petit peu, il y a des gens qui disent qu'il faut répéter 7 fois. Il y en a d'autres, c'est encore plus que 7 fois. Mais il y a des gens qui empiriquement ont déduit le nombre de fois il faut répéter pour favoriser l'apprentissage. Mais honnêtement, soyons honnêtes, c'est quand même pas c'est quand même pas la façon la plus efficace de faire. Il y a effectivement d'autres approches. On en parlera, si on a le temps à la fin, j'ai réservé une petite annexe où on parlera de plein d'autres approches. Mais là, ce que j'aimerais bien faire, moi, c'est qu'on parle d'une façon que vous avez un peu suggérée d'ailleurs, simple de multiplier les boucles, c'est tout simplement de brancher les apprentissages les uns sur les autres. Vous avez apporté cette notion-là à un moment donné de j'apprends avec des pairs ou je fais des groupes d'apprentissage. Là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, c'est le même schéma, hein, j'ai juste repris. Donc c'est exactement le même que celui-ci. J'ai juste changé la flèche pour que ça soit plus clair. L'idée ici, c'est juste que les résultats, donc les boucles vertes, au lieu de me les garder que pour moi, donc c'est-à-dire le résultat de mes actions et puis que j'utilise pour adapter, ces résultats-là, je les mets dans un grand bassin commun d'informations. Voilà, c'est ça l'idée. Et avec ça, du coup, en théorie, j'ai juste tout simplement branché les apprentissages des uns sur l'apprentissage des autres. Bon. Ce qui serait encore mieux que ça, c'est si en plus, ce qui est généré par les uns comme élément de réponse, qu'on prenait un peu des éléments qui expliquent la prise de décision. Donc du coup, là, c'est comme si les autres faisaient les boucles pour nous. Parce qu'ils m'expliquent pourquoi ils ont fait l'action qu'ils ont prise. Et puis du coup, je m'en sers comme entrant à mes boucles à moi. Mais du coup, c'est comme si un petit peu ils avaient fait la boucle à ma place. Donc forcément, si des gens si moi j'ai moins de boucles à faire pour arriver à des résultats probants, ça accélère. OK. Une autre chose intéressante à noter aussi, c'est que dans ce grand bassin d'informations, on ne capte pas tous les mêmes informations. Comme on l'a déjà dit, certains vont être plus visuels que d'autres, d'autres plus auditifs. Il y en a qui vont favoriser l'expérience, il y en a la lecture, etc. Bref, on va probablement favoriser des sens plus que d'autres.
Et donc, si on ne capte pas la même information, ou en tout cas pas de la même manière, probablement qu'on va aussi générer des boucles différentes. Même si notre système de pensée était strictement identique, donc la partie donnée du sens là au milieu, si c'était strictement identique, vu qu'on n'a pas capté l'information de la même manière ou pas la même information, bah forcément, déjà rien que pour ça, on multiplie les boucles. Même hors d'idée, hein, si j'avais la même façon de capter les informations, exactement la même, mais que j'avais une façon de donner du sens qui est différente, bah, je génère aussi des boucles différentes. Et finalement, en fait, cette différence dans le groupe, bah, c'est ça qu'on appelle la diversité, hein. C'est ce qu'on vient de dire. La diversité favorise automatiquement l'apprentissage, puisque rien que par le fait qu'elle existe, cette diversité-là, dans la façon de capter les informations, dans la façon de les traiter, bah, je vais générer plus de boucles d'apprentissage différentes. Alors, bon, on ne peut pas toujours créer des groupes et des organisations avec ce genre de diversité en tête dès le départ. Il y a des tests, il y a des choses, il y a plein de techniques qui existent pour le faire, mais ben, parfois, ça nous est inaccessible ou bah, l'organisation est déjà en place, donc elle n'a pas été délibérément construite pour avoir cette diversité-là. Mais malgré tout, il y en a un petit peu, hein, personne n'est strictement identique, donc il y en a un petit peu. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'en profiter de cette diversité-là et on va tout simplement trouver une façon de faire facile et simple à mettre en place qui va nous permettre de paralléliser les apprentissages. Facile, hein, on va juste faire ça. Facile à dire, mais aussi finalement assez facile à faire. Voilà comment on va faire. Finalement, créer, donc ça y est, on y est. Je vais vous expliquer enfin ce que c'est la Solution Social Deduction, la SSD. Finalement, créer les conditions où certaines choses sont possibles, c'est un peu comme créer les règles d'un jeu. Bon, là, ce n'est pas exactement un jeu, c'est plutôt les règles d'un atelier. Et ces règles vont créer un cadre, un environnement qui, s'il est bien mis au point, va permettre l'éclosion de certaines choses. Bah, nous, le cadre qu'on veut, c'est un cadre qui va nous permettre de favoriser l'apprentissage en utilisant les principes de multiplication qu'on a vus juste avant. Et finalement, ça tient en ces 6 règles. On va juste simplement les passer en revue. Alors l'idée, c'est de faire ça en 2 ateliers. Donc, vous vous réunissez pour le premier atelier qui va durer que 30 minutes. Et la première chose que vous allez faire dans ces 30 minutes-là, c'est de désigner un animateur. L'animateur peut aussi être un participant. Vous allez voir, cet animateur ou cette animatrice-là, c'est pas bien compliqué son rôle, mais il faut juste que les autres participants aient confiance en cette personne. Ensuite, vous demandez au groupe de penser à une action qu'ils pourraient faire seuls, hein, donc vraiment individuellement, pour rendre la vie du groupe un peu meilleure. Alors cette action doit rester secrète pour l'instant. On ne leur demande pas nécessairement non plus de mener une grande révolution ou de chambouler complètement leurs habitudes. C'est tout à fait acceptable de réaliser une action modeste, mais chacun doit faire quelque chose. Même, non, on est libre d'investir le niveau d'énergie qu'on veut, mais chacun doit faire quelque chose. Okay, c'est juste la seule condition. Ça peut être quelque chose de petit, ça peut être quelque chose de très ambitieux. Chacun va sentir l'énergie qu'il peut y investir. Et ensuite, tout simplement, il suffit de communiquer cette action secrète à l'animateur. C'est pour ça que je disais qu'il faut avoir confiance, parce que c'est quelqu'un à qui on va confier quelque chose. Peut-être lui chuchoter dans l'oreille quand on est ensemble dans le même bureau. Bon, alors c'est pas encore possible pour tout le monde, mais, mais un jour, ça le sera. En attendant, on peut tout simplement envoyer un message privé, etc., sur notre application de messagerie préférée ou imposée par notre entreprise. Mais en tout cas, c'est faisable de faire un message secret. Et enfin, la dernière chose à faire, bah, c'est de se décider ensemble de la durée qu'on va mettre qu'on va prendre pour mettre en place ces actions-là et se réunir à la fin. Donc, généralement, moi ici, je vois un truc qui a bien marché dans les expériences que j'ai faites, c'est 1 mois. On se donne 1 mois et on se retrouve dans 1 mois pour l'atelier numéro 2. Donc, pendant ce mois-là, les actions secrètes que vous avez choisies, vous allez les mettre en place sans le dire à personne. Okay. Donc, vous vous retrouvez 1 mois plus tard ou une autre fréquence, hein, si vous avez choisi une autre fréquence. Moi, je vais prendre 1 mois pour le reste de mes exemples ici, pour l'atelier numéro 2, qui lui est un petit peu plus long et va durer généralement 1h30. Ça dépend aussi de la taille de votre groupe, hein. Si vous êtes 50, ça va être un peu plus long. Si vous êtes une bonne douzaine, ça va prendre 1h30. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est on va demander à chacun de tenter de deviner quelles actions d'amélioration les autres ont secrètement réalisées.
Donc, il est possible de formuler plusieurs hypothèses sur les actions d'un participant. Donc, moi, par exemple, si je travaille avec Marc et Valérie, Marc, je pense avoir trouvé du premier coup ce qu'il a fait, ce qu'il avait choisi comme action secrète, j'en propose qu'une. Valérie, je ne sais pas parce que j'ai l'impression qu'elle a fait 3 ou 4 choses vraiment positives pour l'équipe. Bah, je vais lister ces 4 choses, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Donc, il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter à faire ça. OK. Et là, du coup, on commence à comprendre un petit peu le nom de donc social deduction d'abord. Social deduction, c'est un peu cette catégorie de jeu. Si comme moi, vous aimez bien les jeux de société, c'est cette catégorie de jeu où on a une identité secrète, un rôle secret, et puis les autres doivent essayer de le deviner. Donc c'est ça, généralement c'est désigné par social deduction. Ici, c'est pas un rôle secret qu'on va essayer de deviner, mais une action, une solution que les gens ont essayé de mettre en place. D'où le nom, tout simplement. Donc solutions, social deduction, tout bêtement. Ensuite, donc maintenant qu'on a émis nos hypothèses sur ce que les gens ont fait, à chaque fois qu'on émet une de ces hypothèses-là, on devra aussi émettre une hypothèse sur pourquoi on pense que les personnes ont fait cette action-là. Donc là, on va essayer de se mettre un petit peu dans leur tête et de se dire, tiens, Valérie, elle a fait l'action numéro 1 parce qu'elle pensait que ça améliorerait la qualité de notre produit. Mais donc, je dois exprimer cette hypothèse-là. Je pense que Valérie a fait cette action parce qu'elle voulait améliorer la qualité du produit. On va essayer de deviner leur logique qui a conduit aux actions. Donc, encore une fois, hein, vous pouvez émettre plusieurs hypothèses pour ça. Et puis, bien sûr, là, à la fin, bah, vous allez vérifier tout bêtement qui avait raison, qui avait bien deviné, etc. Puis chacun à son tour va dire, bah, en fait, j'ai choisi telle action pour telle raison. Tout simplement. Je vais juste donner une conclusion à ça. Évidemment, à la fin de ce deuxième atelier, vous allez convenir d'une date pour la prochaine session, puis vous allez recommencer. Donc, ça fait un petit peu le petit calendrier que je vous ai mis en bas. Hein. Donc, au jour 1, on fait l'atelier 1, on se revoit 30 jours plus tard, on fait l'atelier 2, et le lendemain, on recommence avec l'atelier 1. Donc, on a des périodes de 30 jours comme ça pour s'améliorer. C'est vraiment bien si vous en faites un événement récurrent, hein, parce qu'apprendre, ce n'est pas quelque chose de ponctuel qu'on fait qu'une seule fois. Il faut continuer. Et vous l'avez dit d'ailleurs, hein, vous l'avez suggéré plusieurs fois dans les questions que je vous ai posées. Vous avez parlé de cette idée de répétition, recommencer, etc. et de continuité dans l'apprentissage. Bah, là, on y est, c'est exactement ça. Pour peut-être les motiver un petit peu à continuer, vous pouvez aussi moduler, donner des thèmes à vos actions si vous avez envie. Vous pouvez aussi, une que j'aime bien, un thème que j'aime bien, c'est pas vraiment un thème, mais une orientation que j'aime bien, c'est de leur demander de faire les choses qu'ils ont toujours voulu faire, mais n'ont jamais pu mettre en place. Donc là, vraiment les challenger à mettre en place des choses dont ils ont toujours rêvé, mais ils n'ont jamais pu faire. Là, vous leur donnez cette liberté-là. Donc voilà, là, finalement, c'est juste ça, notre SSD. Ok, mais ça a l'air tellement simple qu'on n'est pas sûr que ça crée vraiment des organisations apprenantes. Alors, on va repasser ça en revue. Même si l'organisation est existante, on l'a un tout petit peu changé. Donc, même si on avait déjà le groupe de personnes, on a un petit peu changé. Peut-être d'ailleurs que dans les actions, les gens ont fait venir des nouvelles personnes, des nouveaux membres de leur groupe. Ça, c'est possible. Mais même au-delà de ça, même si on n'a pas touché à ça, on a quand même ajouté à la structure un certain nombre de règles, qui sont les règles de l'activité qu'on a décrites juste avant. Donc finalement, la structure change très légèrement, même sans qu'aucune action n'y touche. Action d'amélioration n'y touche. Et pareil, l'objectif commun, lui, s'est vu agrandir un petit peu, puisque maintenant, on a aussi ce nouvel objectif commun qui est celui de la SSD, qui est de s'améliorer, de détecter les améliorations des autres. Et puis ensuite, il y a cette notion d'apprentissage un petit peu. Ici, on a créé une règle pour trouver des améliorations faites par les autres. Et ça crée un environnement en fait, qui force à jouer avec ce capteur, hein, celui que j'ai appelé tout à l'heure utiliser ses sens. On a créé une sorte d'incitatif pour que les gens utilisent ce Spider Sense, si vous m'autorisez à dire ça. Et comme pour les super-héros, plus on utilise ce pouvoir, plus on a de chances de le renforcer, voire d'en faire un réflexe. Et le renforcement de ce capteur, souvenez-vous, hein, c'est une des flèches de la boucle bleue en haut, c'est un apprentissage finalement. Et d'ailleurs, le renforcement de ce détecteur-là, cette capacité à détecter, ça va aussi
créer de l'enthousiasme finalement pour l'apprentissage et l'amélioration. Parce que maintenant, on va voir plus qu'avant encore nos collègues, les gens qui sont dans le même groupe que nous, dans la même organisation que nous, comme des vecteurs d'amélioration, puisqu'on les voit faire des choses pour améliorer la vie de l'organisation. Et donc, ça donne une vision positive du groupe. Et ça, c'est intéressant parce que on a envie de continuer. On parlait un petit peu aussi tout à l'heure de donner l'envie d'apprendre. Voilà, peut-être que ça va y participer. Donc ça, c'est une des premières choses. Évidemment, on a parallélisé les apprentissages des membres du groupe, puisqu'on utilise comme entrant de nos propres décisions, de notre propre boucle, les effets d'une prise de décision d'un autre participant. Donc, nos collègues ont choisi une action d'amélioration et c'est les effets de leur décision, leur choix, que nous allons tenter de détecter et donc utiliser nous-mêmes dans notre propre déduction. Donc, finalement, mécaniquement, on a parallélisé. D'ailleurs, au passage, notez qu'il y a une petite subtilité intéressante qui accélère encore l'apprentissage. Comme on doit aussi tenter de deviner pourquoi les autres ont fait l'action qu'on a détectée, on simule la boucle par laquelle on est passé. Des gens ont parlé de simulation tout à l'heure. Alors, ce n'était pas exactement, à mon avis, exactement le même genre de simulation qu'ils avaient en tête, mais malgré tout, là, on est dans la simulation. Donc, ça veut dire que ça soit vrai ou non, que la raison qu'on ait imaginée pour leur action soit vraie ou non, la boucle qu'on a imaginée aura un effet sur nous. En fait, ça, c'est une astuce qui est utilisée dans pas mal de techniques de coaching, notamment les thérapies brèves ou le brief coaching. On va simuler les boucles pour aller encore plus vite dans l'apprentissage. Pas besoin de tout vivre et d'attendre les effets concrets de nos décisions, en juste imaginant pourquoi les personnes ont fait, etc. Donc, en imaginant ce qui se passerait si on le faisait, on a déjà les résultats comme si on l'avait fait. D'ailleurs, petit truc rigolo, si vous le faites même pour les exercices physiques, ça fonctionne, ça a été démontré scientifiquement. Le fait de penser faire un exercice, notamment la nuit, si vous arrivez à en rêver, c'est comme si vous faisiez des exercices. Vous avez déjà un petit peu les effets. Alors, probablement pas autant que si vous le faisiez pour de vrai, mais un petit peu. Donc là, c'est le même principe. Rien qu'en imaginant ce que ça serait si je prenais cette décision, ces effets, etc., c'est comme si je le faisais vraiment. Et puis, évidemment, plus je vais exercer ça, et plus je vais devenir meilleur à le faire. Et puis aussi, un autre effet secondaire qui est rigolo, c'est que parmi les actions qu'on a détectées, certaines n'ont probablement pas été spécialement choisies dans le contexte de la SSD. C'est ça l'avantage, quand vous laissez plusieurs hypothèses. Il y en a forcément qui sont fausses. C'est-à-dire que les actions étaient faites, mais elles n'étaient pas faites spécialement. Ce n'était pas l'action secrète. Et donc, ça veut dire qu'on va renforcer, si on fait ça, la confiance en le groupe. Ça nous fera prendre conscience des forces et des ressources dont le groupe dispose déjà, en fait, des fondations sur lesquelles on peut bâtir et par conséquent améliorer notre capacité à oser, à essayer. On a déjà eu du succès, en fait. C'est ça qu'on se dit. Il y avait des choses, on n'a pas fait exprès, mais on le faisait déjà bien, suffisamment bien pour que des gens le remarquent. Il y a un petit peu ce genre de choses aussi dans d'autres techniques de coaching, puis vous avez probablement entendu parler de ça, faire des petits pas. Alors souvent, quand on entend des petits pas, on croit que c'est pour avoir des objectifs atteignables et un succès très vite. Mais en vrai, c'est surtout parce qu'avoir des boucles courtes va nous permettre en fait d'engranger de la connaissance. Donc, on est encore dans ce domaine de la connaissance, donc de l'apprentissage, d'engranger de la connaissance sur nos capacités à réussir. Plus je constate que je réussis, plus je sais que je peux le faire et donc plus j'ai envie de le faire. Ça a l'air un peu tautologique comme ça, mais malgré tout, c'est ça. Et puis évidemment, quand je deviens conscient de mes capacités de réussir, ça veut dire que j'ai mis à jour mes modèles mentaux, puisque je vais me dire, ah tiens, ça, je sais le faire, je sais le faire, je sais le faire, et je vais me le noter quelque part dans ma tête. Ça veut dire que j'ai mis à jour mes modèles mentaux, ça veut dire que je suis passé par la boucle bleue en haut. Et d'ailleurs, vous avez peut-être déjà vécu un peu ce genre de choses, peut-être dans l'autre sens. Quand vous étiez plus jeune, quand vous avez étudié, il y a souvent ce truc où quand on se convainc qu'on est nul en maths, par exemple, je prends les maths au hasard, finalement, on devient vraiment moins doué dans notre capacité à apprendre les maths. Parce qu'on pense qu'on ne va pas y arriver. Du coup, on n'y arrive plus. Et donc, il y a un peu cette boucle infernale-là qui se met en place. Quand on arrive à se convaincre qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive vraiment pas. Là, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Plus on a confiance en notre capacité à réussir, plus on réussit et plus on va avoir envie de le faire. Donc finalement, c'est aussi apprendre à faire ça.
Et puis pour ceux qui se demandent aussi si finalement mettre en place cette Solutions Social Deduction, donc la SSD, c'est déjà du coaching, on peut se dire que oui, un petit peu, puisqu'on a déjà travaillé sur la confiance et sur la conscience. Donc j'ai confiance en mes capacités à réussir et j'ai conscience de ce que le groupe fait pour s'améliorer. Donc on a travaillé sur ces deux choses-là. Si on en croit la trilogie un peu de Steve DeShazer sur le coaching, il manquerait juste une chose qui serait l'augmentation des choix des gens. Mais on pourrait discuter ce point, hein, mais je pense qu'il est possible que les réflexions déjà générées pendant qu'on participe à l'activité, quand on tente de deviner pourquoi les autres ont fait l'action, peut-être qu'on élargit déjà notre choix des possibles, un petit peu comme on aime bien le dire dans le marketing, on se rend compte de ce qu'il est possible de faire pour améliorer. Donc peut-être finalement indirectement qu'on travaille aussi sur le choix. Et ça voudrait dire que la trilogie est complète. On a travaillé sur la confiance, la conscience et le choix. Donc finalement, oui, ça serait peut-être déjà un petit peu du coaching. En conclusion, donc grâce à cette activité très simple, on a bien créé une organisation. Donc, soit elle était déjà en place hein, et on l'a juste enrichie, soit on a créé un nouveau groupe qui est lié par les règles, par les règles de la SSD et par l'objectif d'amélioration de l'activité. Soit finalement la structure existait déjà, l'objectif commun existait déjà, mais tout ça on l'a enrichi juste avec cette règle. Et cette organisation, elle est bien apprenante puisque chaque membre est plus efficace à détecter ce qui est bon pour le groupe, le comprend mieux et chaque membre bénéficie des effets des autres. Donc en plus, on les a parallélisés. Et donc, en plus de ça, ça va nous donner confiance en notre capacité à réussir et ça va faire en sorte qu'on aura plus envie de tenter des choses. Et on l'a vu tout à l'heure, vous l'avez dit plusieurs fois, quand on tente des choses, même si on se trompe et qu'on apprend de ces erreurs-là, comme je viens de le dire, on apprend. Et donc voilà pour moi aujourd'hui. Je vais vous laisser un petit peu la parole. Et puis si on a encore un peu de temps, j'ai des effets bonus, j'ai des petits trucs à vous montrer. On va voir si ça dépendra du nombre de questions que vous avez. Donc maintenant, c'est à vous. Alors, avant ça, si vous utilisez ce QR code-là, il va vous emmener sur un lien où vous trouverez en fait un article de mon blog où ça détaille aussi le fonctionnement de la SSD encore plus en détail que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ça, c'est pour ceux qui sont plus lecture. C'est possible aussi pour vous de faire ça. Et maintenant, la parole est à vous. Parfait, nous avons déjà quelques questions pour vous rassurer. Si jamais le temps est fini, vous pouvez continuer de poser les questions dans les chats et Gaëlle va les répondre pour la suite. Ouais. Alors, si je commence, comment s'assurer qu'on avance dans les bons sens? Comment on pourra assurer que les informations disponibles sont fiables? Alors oui, alors ça, il y a plein de techniques pour ça. L'idée, c'est justement, on ne sait pas au début. Ce qu'on va juste faire, on va mettre les informations qu'on croit les plus fiables à disposition, puis on va prendre des décisions avec elles. Mais comme il y a cette petite boucle verte là, on va se dire finalement, est-ce que les informations que j'avais eues en entrée en premier étaient fiables? Et sinon, comment je peux faire pour les améliorer? Alors, il y a des techniques pour ça. Il y a des techniques notamment de management visuel. Je vais revenir sur ce schéma-là pour expliquer ce que ça fait le management visuel. Je ne sais pas si vous voyez le pointeur de ma souris, mais je vais décrire en même temps. Le management visuel, ce que ça nous permet de faire, en fait, c'est d'accélérer la transition entre cette étape-là, utiliser ses sens, puisque je vais forcer que l'information soit visuelle, et puis je vais accélérer la transition vers donner du sens, puisque je vais formater mon information pour qu'elle m'aide à prendre les décisions. Ça, c'est l'une des façons de faire assez classiques, en fait, pour s'assurer que l'information est fiable. Donc, c'est une technique. Donc, si vous cherchez management visuel, vous allez voir ça. Mais bon, le plus simple que vous connaissez tous, c'est de faire un tableau avec notre flux de travail dedans. Vous allez faire ça. Vous allez vous assurer que les informations sont bien partagées de la même façon, puisqu'on utilise tous la même base, et qu'en plus, elles sont suffisamment efficaces pour accélérer cette transition. Donc ça, c'est une des façons de faire. OK, si on passe à la prochaine question, est-ce que c'est comme en Among Us? C'est une sorte de SSD ou bien morte et mystérieuse? Ce serait une opportunité de gamification.
Oui, alors, c'est parfait que vous apportiez ça. Oui, il y a une opportunité de gamification là, je vais en parler. C'est la première c'est la première des annexes que j'avais pour vous, donc là, c'est parfait. Ça me donne l'opportunité d'en parler. Oui, vous pouvez en faire un jeu, mais ça dépendra de votre organisation, de votre groupe, hein. Mais vous pouvez en faire un jeu, effectivement, si vous voulez motiver les gens, vous pouvez distribuer des points pour ça. Notamment donner des points quand on devine correctement l'action de quelqu'un d'autre ou quand notre action a été détectée correctement par quelqu'un d'autre, parce que ça veut dire qu'elle était suffisamment bonne pour que les gens la remarquent. Puis vous pouvez aussi donner des points pour l'action la plus originale. Bref, à partir de là, je vous laisse faire, hein. Mais oui, effectivement, c'est effectivement inspiré de ces jeux-là qui existent, soit en jeu de société, soit en jeu vidéo. Là, on a cité Among Us, qui est un exemple en jeu vidéo. Mais c'est les mêmes choses, les loups-garous, etc., en version physique, hein. Et après, c'est à vous, hein, libre à vous. Là, je vous ai donné quelques idées de points de départ pour en faire de la gamification, mais oui, oui, effectivement, ça s'y prête très, très bien. Parfait. Comment se couple la transparence de l'agilité et faire des actions secrètement? En fait, c'est pas secret très longtemps. C'est pas secret très longtemps, c'est secret au maximum un mois si vraiment personne n'a détecté. Et au bout d'un mois, vous allez dire ce que vous avez fait. Mais généralement, le but, hein, c'est quand même de faire en sorte que tout le monde regarde tout le monde. Donc, normalement, ça reste pas secret super longtemps. À moins que votre action soit super confidentielle et que c'est indétectable. Normalement, en moins d'un mois, ça va être découvert par quelqu'un. Mais dans tous les cas, c'est partagé à un moment donné. C'est partagé à la fin dans cet atelier numéro 2. Je vais remettre un petit peu les étapes, hein, si on peut les avoir tout en même temps. Ouais, voilà. Donc oui, là, dans l'atelier numéro 2, à la fin, il y a une conclusion où on dit, en fait, mon action, c'était X, Y, Z. Hein, on explique notre action. Donc, c'est vrai, il y a une partie mystère, mais elle est là surtout en fait pour forcer les gens à détecter, hein. Mais elle est temporaire. Ouais. Nous avons une autre. Qu'est-ce qu'on fait dans les cas où l'action d'une personne n'est pas adaptée ou carrément mauvaise? Eh ben, c'est pas grave en fait. Parce que donc les gens vont tenter quelque chose et eux, ils imaginent que c'est bon. Et alors probablement si c'est mauvais, personne va la détecter parce que personne va se dire que c'était bon. Ok, mais on va quand même débriefer à la fin. La personne va dire, en fait, moi j'ai fait ça et je pensais que c'était bon parce que, puis elle explique quand même pourquoi. Et puis là, tous ensemble, on peut réaliser si, mais en fait, cette personne avait peut-être raison, puis elle était seule contre tous, mais elle avait raison, ou au contraire, en fait, finalement, son idée n'était pas adaptée. Mais l'avantage qu'il y a là, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que ça, parce que la personne va se rendre compte en regardant les actions de ses camarades, va se dire, ah ouais, moi j'étais complètement à côté là. Je vais utiliser ça comme entrant dans une de mes boucles d'apprentissage, et puis moi-même, sans que personne me demande de changer, je vais me dire qu'il faut que je change. En tout cas, que je change ma trajectoire d'amélioration. Donc normalement, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, ça se résout tout seul mécaniquement. Parfait. Maintenant, nous sommes rendus presque à la fin de notre temps. Alors, je voudrais prendre le temps pour te remercier, Gaëlle, pour la Merci. présentation. C'était très bon. Je t'invite à aller dans le chat, voir les commentaires et les mots de merci des participants. Et pour les participants, vous pouvez encore poser des questions et on va répondre tout ça dans le chat. Ouais. Et une bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup.